cas du Japon comme exemple d'évolution démographique est tout à fait passionnant. En effet, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il y a une forte natalité au Japon qui est liée au fait qu'un certain nombre de Japonais qui vivaient dans les terres qui avaient été conquises par les Japonais au moment de la Seconde Guerre mondiale regagnent le pays. Et dans la mesure, bien sûr, où les opérations militaires se terminent, les familles peuvent se reconstituer et la natalité va être très forte en 1946-1947. Et là, il y a une sorte de panique qui se développe, notamment aux États-Unis, puisque en fait le Japon, il faut le rappeler, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, est un peu un protectorat des États-Unis pour obliger les Japonais à avoir moins d'enfants, dans la mesure aussi où l'on considère que le Japon est surpeuplé. C'est le terme qui est alors utilisé. Il est utilisé notamment parce que la densité de population du Japon est relativement élevée. Disons, à l'époque, elle est à peu près 50% supérieure à celle de la France. Et surtout parce que cette population du Japon est concentrée sur les côtes orientales. C'est-à-dire, en fait, sur le littoral, tout simplement parce qu'il y a une croyance au Japon selon laquelle il faut laisser aux activités spirituelles les collines et les montagnes. Donc on n'y construit pas de maisons et ça crée forcément une surdensification sur le littoral. Donc on craint un surpeuplement et donc les États-Unis vont obliger le Japon à voter la première loi eugénique qui n'ait jamais existé dans le monde, c'est-à-dire notamment un tri des naissances. Et donc on va en fait éliminer les enfants dont on considère qu'ils risqueraient de souffrir d'un handicap et on va encourager très fortement l'avortement. Et cette importance de l'avortement au Japon, on peut la constater encore aujourd'hui d'ailleurs avec des femmes qui ont installé dans les cimetières des petites stèles en souvenir de leur enfant qui n'est jamais venu au monde puisqu'elles ont avorté avant sa naissance. Vous voyez la dimension spirituelle tout à fait étonnante de ce pays. Mais en réalité, cette loi va effectivement avoir des effets, mais elle va être rattrapée par l'évolution démographique du Japon, qui va se constater avec une fécondité qui va baisser extrêmement rapidement, et le Japon va entrer dans ce qu'on appelle l'hiver démographique, c'est-à-dire une situation où la fécondité est inférieure au seuil de remplacement des générations. Le seuil de remplacement des générations dans un pays à haut état sanitaire comme le Japon, c'est 2,1 enfants par femme. La fécondité du Japon s'effondre et aujourd'hui, elle est autour de 1,3 enfants par femme, c'est-à-dire un chiffre plus faible que l'Europe, plus faible que la France, plus faible que la plupart des pays, même si quelques pays comme la Corée du Sud ont une fécondité encore inférieure. La baisse de cette fécondité va inévitablement avoir des effets sur la dynamique démographique. Et donc le Japon va atteindre son maximum de population en 2004 avec 128 millions d'habitants. Et depuis 2005, la population du Japon diminue compte tenu de sa faible fécondité et donc de son faible nombre de naissances. Parallèlement, le nombre de décès augmente. C'est un peu étonnant a priori, puisqu'on sait que l'espérance de vie au Japon est la plus longue de tous les pays du monde, mais dans un pays qui vieillit, eh bien, la proportion de population âgée est élevée, et donc plus on est âgé, vous vous rappelez la formule de Keynes, à long terme, nous serons tous morts. Donc ceci fait que la hausse du taux de mortalité du Japon n'est pas du tout due à une détérioration sanitaire, mais seulement au vieillissement de la population. Donc hausse du nombre de décès, baisse du nombre de naissances, et comme pendant des années il n'y avait pratiquement pas d'immigration, eh bien la population diminue. Donc c'est cette évolution que le Japon a connue et qui a des effets aujourd'hui. Bon, le premier effet, il tient à ce que j'appelle la loi du nombre, c'est-à-dire le fait qu'un pays a un poids économique et géopolitique qui est lié à son nombre d'habitants, ou du moins s'il sait valoriser son nombre d'habitants. Or, cette loi du nombre, on voit très bien qu'elle a joué négativement pour le Japon à travers un mot qui a été beaucoup utilisé, qui était le mot de triade. Encore dans les années 1980, on disait l'économie mondiale, elle est dominée par une triade. Cette triade, c'était les États-Unis, l'Europe et le Japon.
Vous voyez que le mot maintenant triade a totalement disparu. Et il a disparu notamment en raison de la baisse de population au Japon et en raison encore plus de la baisse de la population active au Japon. Puisque comme cette fécondité est abaissée depuis longtemps, eh bien, les générations qui entrent dans la population active sont de moins en moins nombreuses. L'autre élément à prendre en considération est de savoir si le Japon a compensé cette faible fécondité par des apports migratoires. Il est important à cet égard de citer que le Japon n'a aucune tradition d'immigration. Bien sûr, il y a une exception, c'est-à-dire tous ces Coréens que le Japon a, je dirais, prélevés, entre guillemets, au moment des guerres japonaises contre la Corée avant la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est des Coréens qui sont considérés comme des citoyens de seconde zone, qui ne sont pas en fait, qui sont des immigrés forcés, ou du moins des descendants d'immigrés forcés. Donc le Japon n'avait aucune tradition d'immigration, et pourtant il a quelques problèmes qui se posent. D'abord, trouver de la main-d'œuvre pour les métiers les plus pénibles. Deuxièmement, trouver de la main-d'œuvre pour les services à la personne dans une population qui vieillit. Et il en résulte que ces dernières années, le Japon a commencé un peu à s'ouvrir à l'immigration, notamment à une immigration originaire des Philippines, qui est un pays voisin relativement peuplé, ou bien du Bangladesh, par exemple. Mais bien entendu, le taux d'immigration au Japon est extrêmement faible par rapport à ce que l'on peut constater en Europe et en France. Donc vous voyez une seconde conséquence, avec un produit intérieur brut du Japon dont on peut penser qu'il pourra difficilement augmenter. Parce que même si vous augmentez votre productivité, ce qui est toujours souhaitable bien entendu, si votre population active diminue trop, votre potentiel de création de richesse, lui aussi, diminue forcément. Donc voilà donc les grands enjeux. Alors face à ces grands enjeux, bon, les différents gouvernements japonais ont essayé parfois de développer des programmes d'incitation à la natalité, dont les résultats aujourd'hui sont neutres, donc qui n'ont pas eu de résultats aujourd'hui, notamment parce qu'en même temps, parallèlement à toutes ces évolutions, il y a évidemment l'évolution des mentalités. Et dans cette évolution des mentalités, il faut constater d'abord la place des femmes qui a évolué dans un pays où traditionnellement, en fait, les mariages étaient arrangés. Et puis on est passé dans une période où les jeunes femmes et les jeunes hommes aussi ont souhaité pouvoir choisir leur conjoint. Et parallèlement, ce choix du conjoint pose un problème parce que la tradition japonaise, c'est quand même quand on est une femme, de se marier avec un homme qui est dans une catégorie socio-professionnelle supérieure. Donc le résultat, effectivement, c'est que c'est parfois difficile de trouver contrepartie. Et donc ce qui se constate au Japon, c'est une augmentation extrêmement importante du célibat. Alors du célibat dans les villes, mais aussi du célibat dans les campagnes, parce qu'au Japon, comme dans d'autres pays du monde, les filles sont plus attirées que les garçons par les lumières de la ville. Donc il manque de personnel féminin dans les campagnes, et c'est là où il y a un petit phénomène migratoire, c'est-à-dire des Japonais qui vont attirer, disons, des femmes d'autres pays étrangers. Donc vous voyez la complexité de la situation du Japon, qui est donc un pays en dépeuplement, avec un fort hiver démographique, et avec des difficultés à pouvoir inverser l'évolution compte tenu des changements de mentalité.